Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle revue de presse dans laquelle on a un marché qui est vraiment dans la peur. BTC qui est en train de tomber proche des 55 000 dollars. Est-ce que la chute est terminée? Est-ce que on va rebondir à partir de ces niveaux-là? On va essayer d'analyser tout ça. On va essayer de faire un petit scénario. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Est-ce qu'on va aller un peu plus haut? C'est ce qu'on verra dans cette nouvelle revue de presse. Comme d'habitude, on commence par l'actualité. Quelques bonnes nouvelles, quelques mauvaises nouvelles. On fera un tour sur l'analyse du sentiment, voir un petit peu où le marché se situe actuellement. On fera aussi un bon petit point sur la macroéconomie. Il y a pas mal de choses assez intéressantes à regarder. Également, on fera un petit point en parlant un petit peu de récession. Est-ce qu'on pourrait rentrer en récession lors des prochains mois, lors des prochaines semaines? C'est aussi ce qu'on va essayer de réfléchir dans cette vidéo. Et enfin, on terminera par une analyse graphique dans laquelle on va regarder aujourd'hui seulement BTC, Ethereum et le ratio entre BTC et Ethereum parce que pour l'instant, les altcoins ne sont pas intéressants à regarder et surtout parce que je te prépare un top 10 qui devrait arriver dans la semaine prochaine. Donc avant de commencer, je t'invite comme d'habitude à t'abonner, à mettre un petit like, ça aide beaucoup au développement de la chaîne et je t'en serai énormément reconnaissant. Et on va commencer directement avec ce petit graphique qui représente toutes les performances de BTC au fur et à mesure du temps depuis 2013 et ça mensuellement. C'est un graphique qui a beaucoup tourné récemment sur Twitter montrant que effectivement à partir de septembre on avait un mois qui était beaucoup dans le rouge avec seulement 3 mois en positif en 2015, 2016 et 2023 et beaucoup de monde se dit ok oh là là, est-ce que ça serait pas aussi un nouveau mois en rouge pour septembre? Donc ce que j'aime bien c'est que tout le monde est en train d'en parler. Donc actuellement, ils ont raison. On est en train d'avoir un BTC qui est énormément dans le rouge. Beaucoup de peur s'installe sur le marché. Mais est-ce que ça voudrait pas aussi dire qu'on pourrait avoir une fin de septembre dans laquelle BTC pourrait reprendre pas mal de couleurs et potentiellement finir dans le vert? Effectivement, lorsque tout le monde se retrouve sur un consensus, sur une analyse, et bien effectivement, le marché a tendance à faire l'opposé. Et pareil pour octobre, qui lui est tout le temps dans le vert, est-ce qu'on pourrait pas avoir un octobre dans le rouge? Tout ça n'est que spéculation. Maintenant, on verra ce qu'il sera, ce qui se passera lors des prochaines semaines. En tout cas, il semblerait qu'on arrive dans un marché qui est proche d'un bottom au vu de la peur qu'il y a actuellement sur le marché. Les bonnes nouvelles, on a les banques centrales de Norvège et de Suisse qui augmentent leur position sur MicroStrategy. Le fait de rentrer en position sur MicroStrategy, c'est complètement le fait de s'exposer sur BTC, mais au travers directement d'une entreprise et non en détenant ses propres bitcoins. Donc tout ça est assez bullish pour BTC. Également, on a la Banque centrale du Canada qui coupe encore ses taux d'intérêt. Il y en a Peruvian Bull qui nous dit que le monde est en train de easing, donc est en train d'injecter de la liquidité petit à petit et donc la Banque centrale du Canada qui est en train de baisser ses taux d'intérêt est en train de rendre l'argent moins cher, donc du coup de favoriser l'impression monétaire, de favoriser le prêt bancaire et en général ça c'est plutôt bon pour les marchés. Maintenant, est-ce que ça aura un effet immédiat? Peut-être pas, mais à long terme en tout cas, plutôt à moyen terme, c'est quelque chose d'assez positif. Également, on a Jim Cramer qui est devenu bearish sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Rappelez-vous, j'en ai parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines. Jim Cramer, c'était celui qui disait ok, le 5 août lors de la baisse monstrueuse qu'on a eu sur le SP500, sur tous les marchés, a dit attention, il semblerait qu'on ne soit pas au bottom et qu'il pourrait avoir une prochaine jambe baissière. Et à partir de son tweet, et bien effectivement, on a eu le bottom. Donc là, c'est une data qui sort du 3 septembre. Est-ce qu'on est au bottom? Peut-être pas, on est encore en train un petit peu de descendre, mais potentiellement, si cet indicateur inverse de Jim Cramer se retrouve exact, on pourrait être vraiment plus proche du bottom qu'on ne le pense. Également, on a une statistique par rapport aux business qui possèdent du Bitcoin et regardez-moi ça, depuis 2020, on a de plus en plus de public company et de private company qui s'exposent à BTC, beaucoup plus de public company qui s'exposent depuis 2021 environ et encore plus depuis 2022, 2023, 2024. Et à partir de là, on a vraiment une grosse demande institutionnelle sur BTC et donc le jeu est en train de continuer comme il se doit avec Bitcoin qui est en train de se faire sa place parmi les business. Allez, par rapport à Base, je t'en parle assez souvent. Je te dis également que c'est un écosystème qui pourrait être vraiment gagnant lors du prochain bull run. Et actuellement, on est sur des plus hauts en termes de market cap sur les stablecoins. Donc, il y a beaucoup plus de stablecoins qui sont en train d'arriver sur Base. Et en général, c'est plutôt bon signe pour l'évolution d'une blockchain. Et là, pour ce layer 2 sur BTC, qui est directement le layer 2 de Coinbase, qui eux sont la plus grosse entreprise actuellement sur les crypto-monnaies. C'est la porte d'entrée numéro 1 pour les Américains et pour beaucoup d'autres pays. Et ça permettrait du coup d'envoyer directement les nouveaux entrants vers cet écosystème. Et donc, il y aurait potentiellement des choses à venir fouiller. On t'en parlait
parlé d'airdrop, etc. récemment. On est en train de préparer un document par rapport au potentiel airdrop sur Base directement dans le Discord. Également, on a CryptoCorio qui nous montre où est-ce qu'on pourrait être dans le cycle. Et si on regarde depuis 2012 en général, voilà, on a une première phase haussière, puis ensuite on a vraiment l'accélération avant d'avoir le bear market. Hop, première phase haussière, accélération, bear market, première phase haussière. Et là, figurez-vous que c'est le Covid, donc potentiellement, si on n'avait pas le Covid, on aurait peut-être eu une transition tranquille avant de, hop, de remonter. Phase d'accélération et puis on rentre en phase baissière. Et là, c'est un petit peu ce qu'on a connu, une première phase d'accélération. On est en train de ralentir tranquillement. On a un peu un scénario comme nous avions eu en 2019-2020 avec ici, on est en train de latéraliser avant de repartir dans une phase haussière et de s'éteindre dans une euphorie. Actuellement, on est dans la peur, donc potentiellement, ça pourrait vraiment être le scénario idéal. Maintenant, il faudra que ça suive les cycles comme on a connu depuis toujours. On en a eu 1, 2, 3, c'est le 4e avec, si tu regardes bien dans le premier, hop, une première pause ici, demi-cycle. Sur le deuxième aussi, une première pause ici, demi-cycle, même voire plusieurs pauses, on a eu plusieurs corrections, mais c'était un bull run qui était assez violent à la hausse. Et là, pareil, on a eu une première hausse, une pause demi-cycle, avec une belle pause sur le Covid, et avant de repartir. Et là, c'est pareil, on a une pause demi-cycle. Donc, si on reste sur les cycles, on pourrait avoir de prochains mois assez intéressants et une année 2025 qui pourrait être excitante. Alors au niveau des ETF également, on a continué à avoir pas mal de sorties depuis le 30. Donc on a eu le 3 septembre avec 287 millions de sorties, le 4 avec 37 millions et le 5 avec moins 200 millions. Donc on peut voir que le marché est en train aussi un petit peu de paniquer récemment avec du coup cette peur qui est ambiante sur le marché. Au niveau de l'ETF sur Ethereum, on peut voir qu'on a encore plus de sorties. On a vraiment un ETF qui ne fait pas l'unanimité pour l'instant du moins. Et on peut voir qu'on a beaucoup plus de sorties qu'on a d'entrées. Il faudrait potentiellement entrer dans une période un peu plus positive avec un peu plus d'euphorie pour voir cet ETF Ethereum enclencher beaucoup d'inflow. Donc faudra voir lorsque le marché reprendra de plus belle. Sur le sentiment, on peut voir que Coinbase se rank à la 441e position. C'était le 1er septembre. J'ai reçu aujourd'hui une notification comme quoi il est sorti du top 500. Donc au niveau du retail, ça veut dire qu'il n'y a vraiment personne. Ce qui est intéressant de voir avec cet indicateur, c'est que lorsque Coinbase se rank dans le top 100, dans le top 50, c'est que le retail est en train d'arriver. Le retail télécharge Coinbase et commence à acheter ses premières cryptos. Donc on peut voir qu'en mars, on avait réussi à aller dans le top 50, mais que depuis, voilà, Coinbase a beaucoup retracé dans son positionnement et donc le retail n'est toujours pas là. Donc maintenant, si tu veux avoir ce canal sur Telegram, je t'invite à noter Coinbase App Store Position directement dans ta barre de recherche et tu devrais tomber sur le canal. Au niveau des recherches sur le web, on est toujours sur des plus bas avec un BTC à 19, Ethereum à 3, crypto à 8 et NFT à 1, donc NFT vraiment au plus bas. Et sur Bitcoin, crypto et Ethereum, eh bien on se retrouve en fait sur des niveaux de septembre de l'année dernière. 16 sur BTC, 15, 16, 2 sur Ethereum, 6 sur crypto. Donc vraiment, on est sur les mêmes niveaux que l'année dernière à la même époque. Et rappelez-vous, c'était le dernier bottom avant d'avoir la grosse expansion qu'on a eue. Est-ce que l'histoire va se répéter? C'est ce qu'on verra lors des prochaines semaines. Mais en tout cas, en termes de sentiment, il semblerait qu'on soit vraiment sur quelque chose de positif pour venir chercher plus haut. Au niveau de Memecoin Bull Run et All Saison, eh bien, on a bien retracé, notamment au niveau de Memecoin. Effectivement, les Memecoin, c'est un petit peu ce qu'a annoncé la fin de ce petit cycle dans le gros cycle. Les Memecoin, lorsqu'ils ont explosé, c'était la fin de ce cycle. Il faudra peut-être s'en rappeler pour la prochaine fois. Lorsque les Memecoin vont exploser, eh bien, ça pourrait être la fin du cycle. Donc, rappelez-vous ça. Et donc, ça serait positif de prendre des profits lorsqu'on peut voir ce petit indicateur s'activer. Au niveau de Bull Run, effectivement, on est sur des niveaux assez similaires à ce qu'on a connu dans le passé. Même au niveau de l'année dernière, au niveau de septembre, on était sur les mêmes niveaux. Et sur Altcoin Saison, eh bien, on est pareil. Effectivement, Altcoin Saison aussi, lorsqu'il se réveille un petit peu, en général, on se retrouve sur des niveaux proches du top. Au niveau du Fear and Greed, on est sur de l'extrême peur aujourd'hui à 22. C'est un point que nous n'avions pas eu jusqu'alors. Le mois dernier, nous étions à 29, toujours dans la Fear. Donc ça, c'est également intéressant de voir que ça fait plus de 1 mois qu'on est dans la peur. Le marché a installé une grosse peur alors qu'on est quand même au niveau de 55 000 $. C'est pas comme si nous étions au niveau des 20 000 $. La dernière fois que nous avons eu des niveaux assez bas là-dessus, nous étions en novembre 2022. Donc c'est des niveaux lorsque FTX
à cracher. Et donc même à ce niveau-là, on n'était peut-être pas autant dans la peur. Dites-vous une chose, c'est que lorsque FTX est arrivé, on avait Bitcoin à 15 000 $. Aujourd'hui, on est sur des mêmes niveaux de sentiment de peur et on a un Bitcoin à 55 000 $. Donc potentiellement, on pourrait avoir encore un petit peu de peur lors des prochaines semaines, mais historiquement en tout cas ça semblerait être proche du bottom. Au niveau des liquidités et des liquidations à aller chercher, eh bien on peut voir qu'actuellement on est venu liquider pas mal de personnes qui se retrouvaient aux alentours des 55 000 $, alors qu'on a une belle petite mèche ici et qu'il reste encore un petit peu de liquidité à venir chercher plus bas. Mais en tout cas on a aussi pas mal de liquidité, en tout cas là c'est sur le court terme, qui s'accumule de plus en plus au-dessus avec pas mal de milliards de dollars qu'on pourrait venir chercher avec un short squeeze assez rapide. Maintenant, c'est le marché, comme d'habitude, ça c'est vraiment quelque chose que je répète tout le temps, qui va décider et ça, on ne peut pas vraiment le prédire. Au niveau sur du moyen terme, on va dire, sur les 3 mois, ben là on peut voir qu'on a vraiment une grosse attente de liquidité aux alentours de 70 000 $. On est vraiment venu chercher à peu près toutes les liquidités qu'on pouvait venir chercher. On avait pas mal de liquidités à venir chercher, on est venu les chercher. Maintenant, eh bien, on a beaucoup plus d'incentives à venir retracer tout ça, à venir chercher toutes ces liquidités plutôt que de continuer à descendre où au final, vers les 50 000, on n'a pas beaucoup de liquidités, en tout cas sur une charte sur 3 mois. Mais je vais continuer à dézoomer et mettre sur 6 mois. Et là, c'est pareil, en fait, sur 6 mois, c'est exactement pareil. En dessous des 50 000 $, il semblerait qu'il y ait vraiment peu de liquidité. Même si on vient rechercher les 45 000 $, 46 000, c'est pas le plus intéressant pour le marché, il semblerait en termes de liquidité. Mais surtout, le plus intéressant, ce sera d'aller venir chercher plus haut. Mais je vais quand même continuer à dézoomer pour voir s'il n'y a pas des choses qu'on ne voit pas actuellement. Car effectivement, ok, si on vient rechercher les 50, 48 000 $, c'est pas le plus intéressant, mais il y a quand même un petit peu de liquidité à venir chercher, proche des 44 000 jusqu'aux 42 000 $ également, où là on a un beau cluster de liquidité. Maintenant, est-ce qu'on viendra les chercher? C'est une bonne question, car si on fait un ratio, il semblerait qu'il y ait peut-être plus de liquidité à venir chercher au nord que de liquidité à venir chercher au sud. Maintenant, en cas d'un événement qui puisse se produire, qu'on ne sait pas encore, que ce soit une récession, que ce soit ceci, que ce soit cela, on pourrait toujours venir chercher ces liquidités, donc il faut quand même aussi prendre ça en compte. Maintenant, on est déjà dans un marché qui est énormément dans la peur, donc est-ce que ça sera vraiment l'optique du marché d'aller venir chercher tout ça? On le verra lors des prochaines semaines, mais il faut garder conscience qu'il y a quand même des niveaux, notamment aux alentours des 47, 45, 42 000 $ qui pourraient être intéressants. Même on a un gros niveau aux alentours des 33 000 $, mais je trouve que c'est très bas. Ça ferait vraiment un prix d'entrée énorme pour les gens qui ont encore beaucoup de liquidités. Maintenant, comme je te dis à chaque fois, c'est le marché qui va décider c'est qu'il en sera. Au niveau des funding rates, on est toujours dans un marché qui n'est pas en surchauffe. Donc pour l'instant, RS par rapport à ça, on en reparlera lorsque le marché sera en surchauffe. Au niveau des dates intéressantes par rapport à ce mois-ci, on a le 10 septembre, on aura un débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Le 11 septembre, on aura du coup les chiffres de l'inflation, CPI, le 12 septembre de l'inflation PPI, le FOMC le 18 septembre où dans lequel il devrait du coup baisser les taux d'intérêt, et enfin 29 septembre on a la sortie de prison de CZ, le fondateur de Binance. Donc ça pourrait potentiellement être un élément assez déclencheur, donc à voir ce qu'il en sera, mais ce sont les dates à suivre. On parlera de tout ça lors de prochaines revues de presse, notamment tout ce qui a concerné l'inflation, les taux d'intérêt, le débat présidentiel, on verra si ça parle de crypto. Et donc du coup je vous tiendrai au courant. Au niveau des taux d'intérêt, ce sera donc le 18 septembre. Nous aurons logiquement une baisse des taux. Maintenant le marché ne sait pas encore si ça sera une baisse des taux de 25 points ou de 50 points de base. C'est un petit peu 50-50, c'est un petit peu pile ou face. Donc effectivement l'objectif ici de la Fed, ça va pas être de couper les taux rapidement, parce que couper les taux rapidement ça pourrait être preuve de fragilité dans le système financier. Et donc le plus logique ce serait de baisser doucement avec 25 points de base pour commencer, et pourquoi pas continuer à baisser de 25 points de base lors du FOMC d'après, ainsi de suite. Donc on peut voir que le marché est en train de pricer déjà une baisse des taux ici, une deuxième baisse des taux qui sera pricé pour novembre et potentiellement une troisième baisse des taux pour décembre, ainsi de suite. Ça on verra au fur et à mesure du temps ce qu'il en est, ça dépendra aussi des résultats de l'inflation, des résultats du taux de chômage, ce qu'on verra par la suite, notamment le taux de chômage. On a les résultats aujourd'hui à 14h30, donc on en parlera lors de la prochaine revue de presse. Au niveau de l'inflation PCE, donc là l'inflation PCE, comme je te dis à chaque fois, c'est l'inflation qui concerne la consommation personnelle des gens. Ça permet de vraiment mesurer une inflation réelle lors de l'économie. On peut voir que
on a eu des bons chiffres à l'année. Donc on serait sur un 2,6% d'inflation, ce qui se rapproche de la target des 2%. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc il semblerait que la Fed ait réussi, entre guillemets, son combat contre l'inflation. Et donc ça serait peut-être logique de venir baisser les taux d'intérêt petit à petit. Car forcément, avec des taux d'intérêt qui sont toujours assez élevés, et notamment en dessus de l'inflation, ça permettrait de continuer à contrôler l'inflation tout en permettant d'injecter un peu plus de liquidité et surtout de permettre aux banques et au secteur des entreprises de pouvoir se relancer, de relancer aussi l'économie, de relancer le travail. On a aussi plusieurs manières de calculer l'inflation. Donc du coup, on a la conférence Board Consumer Confidence Survey qui, eux, annonce un 4,9% d'inflation. On peut le voir ici sur ce graphique. Et donc du coup, ça serait le plus bas depuis le Covid. Sachant que si on regarde bien, en fait, le niveau des 2% n'a jamais été atteint depuis belle lurette, comme on dit. Donc il semblerait qu'on arrive sur des niveaux assez bas, proche de l'après-crise de 2009. Donc au niveau de l'inflation, on est sur des niveaux assez intéressants. On a d'autres manières de calculer l'inflation, notamment avec l'université du Michigan, qui eux donc du coup se rapprochent plus des 2,8% et donc des 2,6% dont on a parlé juste avant. Donc il semblerait que l'inflation soit sous contrôle et que ça permettrait de pouvoir justement avoir cette première baisse des taux qui permettrait de relâcher un petit peu la pression sur l'économie qu'on a pu avoir ces derniers temps, tout en continuant à contrôler l'inflation. Au niveau de Truflation, donc eux, ils ont encore une autre méthode pour calculer l'inflation. Il semblerait que là, on est à 1,26% d'inflation aux États-Unis. Donc là, on est vraiment sur des chiffres parfaits. Donc ça voudrait dire que cette inflation est contrôlée. C'est aussi marrant de voir qu'en Argentine, on a 199% d'inflation. Sachant que le gouvernement en recense 271%. Et ça serait cool de voir au fur et à mesure du temps comment la politique monétaire de Milei va permettre à l'Argentine de sortir de cette crise inflationniste qui, je le rappelle, pourrait être l'avenir des US et de l'Europe si on continue avec une politique monétaire qui va dans ce sens. Au niveau de l'indice des manufactures aux États-Unis, donc là du coup ça va plutôt permettre de voir comment se porte l'économie, comment se porte le travail dans les manufactures. En général, on aimerait avoir un score au-dessus de 50 qui montrerait que du coup l'économie est en expansion. Sauf que là, on est sur du 47,2%, donc du coup, on est sur une contraction du travail aux États-Unis. Et petit à petit, du coup, on se rapproche de quelque chose assez bas. On n'est pas encore au niveau du Covid, même si au Covid, effectivement, on avait des niveaux hyper bas puisqu'on avait arrêté l'économie, mais on est encore aussi loin de 2008 où on était vraiment descendu lors de cette récession. Mais on est sur des chiffres assez inquiétants et si ça continue, forcément, on se rapprochera de cette fameuse récession. Quoi qu'il en soit, en fait, on est vraiment dans une configuration assez intéressante pour justement relancer l'économie par l'impression monétaire, par l'ajout de liquidités. On peut voir ici qu'en 2019, on a eu des petits problèmes, on a vu du coup une petite baisse et on était remonté puisqu'ils avaient commencé à baisser les taux d'intérêt lors de septembre 2019 et donc du coup à commencer à réinjecter de la liquidité dans l'économie. Et donc du coup à voir ce qu'il en sera par la suite, mais il semblerait que l'injection monétaire soit vraiment la solution miracle pour éviter la récession. Au niveau des ouvertures de nouveaux travail, eh bien là on est encore en baisse, on est encore en chute libre, on est en train de tomber depuis 2022, donc du coup depuis le commencement en fait un petit peu de la hausse des taux. La hausse des taux qui donc du coup contracte vraiment l'économie. Et donc du coup on a vraiment une grosse baisse. On est arrivé sur des niveaux pré-Covid. Donc à voir ce qu'il en sera lors des prochaines semaines. Est-ce qu'on va vraiment rentrer dans des niveaux qui deviennent vraiment problématiques lorsque on a vu qu'on arrive sur ces niveaux-là ici au Covid. On a dû du coup rentrer en récession, couper les taux, etc. Blablabla. Mais on est encore loin de 2008 avec cette récession. Maintenant, on est dans des configurations qui sont différentes. Donc, à voir ce qu'il en sera. Quoi qu'il en soit, le marché du travail est vraiment en train de ralentir. Et ça, c'est aussi une conséquence de cette hausse des taux qui a été à la fois rapide et à la fois assez agressive. Donc, si on commence à baisser les taux peut-être petit à petit, eh bien, on pourrait avoir quand même un laps de temps avant de ressentir les effets sur l'économie, mais ça permettrait potentiellement de relancer progressivement du coup le marché du travail et de potentiellement redresser cette courbe qui est en chute libre. Également on a le Peruvian Bull qui nous montre encore une fois du coup les pertes non réalisées des banques commerciales au niveau des securities. Et on peut voir qu'on arrive sur des niveaux qui sont très inquiétants ici. On est vraiment sur des niveaux proches de 2008. Qu'est-ce qui va se passer avec cette baisse des taux? Je ne sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, la Fed a tendance à trouver des outils, à créer des outils pour justement venir contrer ce genre de choses. À voir ce qu'il en sera. Mais quand on voit ça et qu'on voit ça, on se dit quand même
qu'on est proche, vraiment très proche de cette récession à la 2008, voire même beaucoup plus forte. Donc attention à ça. Au niveau de la liquidité globale, on a aussi le Peruvian Bull toujours qui nous montre qu'elle a vraiment bottom en septembre 2022 et on a aussi pas mal de graphiques. Donc du coup septembre 2022 ça doit être par ici vu qu'on a le bottom ici. Et depuis, on a vraiment la liquidité qui repart à la hausse. Maintenant, est-ce que ça va continuer à partir comme le Covid? Je n'en sais rien. Potentiellement oui, potentiellement non. Ça, c'est un petit peu la suite qui nous dira ça. Maintenant, on peut voir que c'est pas non plus un scénario parfait tout le temps. On peut voir ici qu'avant 2012, on n'était pas dans ce schéma-là. Mais que depuis, on est sur un schéma qui se ressemble. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va continuer à faire ça, mais en tout cas, on rentre dans une période où la liquidité arrive sur les marchés, ou au moins depuis septembre 2022 est en train de rentrer sur les marchés. Et si l'on compare avec par exemple le SP500, on peut voir que lorsque la liquidité mondiale augmente, eh bien le SP500 augmente. Lorsque la liquidité mondiale descend, eh bien le SP500 descend également. Vous pouvez faire pause et reprendre tout le graphique et vous verrez qu'il y a une corrélation qui est assez proche. Et on peut même regarder ça sur le gold, qui également se rapproche de ça. Liquidité qui augmente, gold qui augmente, liquidité qui baisse, gold qui baisse, liquidité qui baisse, gold qui baisse. Ça stagne, ça monte, ça baisse, ça baisse. Donc du coup voilà, on est vraiment sur un marché qui est corrélé à la liquidité, qui est un junkie qui a besoin de sa dose de liquidité. Sinon, il n'y a rien qui augmente. Maintenant on a Bitcoin, c'est pareil, liquidité qui augmente, Bitcoin qui rentre en bull run, hop, voilà, liquidité qui baisse, Bitcoin qui baisse, liquidité qui augmente, liquidité qui augmente, liquidité qui baisse, liquidité qui baisse, et là c'est pareil, liquidité qui augmente un petit peu, Bitcoin qui augmente un petit peu. On se retrouve toujours sur les mêmes scénarios. C'est la liquidité qui est la reine, et du coup la valeur en fait ça veut plus rien dire en fait. Si la banque centrale injecte de liquidité, si les banques centrales injectent de liquidité, alors forcément les marchés auront tendance à partir à la hausse. Donc voilà ce qu'on va attendre. Si les liquidités arrivent, le marché devrait être propice à une hausse. Si les liquidités sont détruites, alors on pourrait rentrer en récession ou rentrer dans un marché baissier. Également au niveau des banques centrales, on peut voir qu'elles continuent à accumuler du gold à la même vitesse que l'année dernière. On peut voir que même un petit peu plus rapidement, c'est très petit. Mais en tout cas, voilà, là en 2023, ils avaient accumulé plus de 1000 tonnes de gold. En 2022 également. Et depuis, voilà, on continue à accumuler du gold. Donc, est-ce que c'est une perte de confiance dans justement leur monnaie, dans le dollar, dans les monnaies fiduciaires? En général, on peut voir que les plus gros acheteurs sont la Pologne, l'Inde et la Turquie. Donc à voir ce qu'il en sera par la suite. Mais voilà pourquoi le gold continue à monter, parce qu'il y a une grosse demande, notamment des banques centrales. Également, on a Jonah qui nous fait référence à la baisse des taux. Qu'est-ce qui se passe? En général, c'est une réponse à un choc déflationniste qui arrive souvent lors d'une crise, ou alors c'est une réponse à une baisse graduelle de l'inflation et donc du coup d'un contrôle de l'inflation, et qui permettrait donc du coup de relancer l'économie et de relancer un petit peu la croissance. Et donc du coup, lui nous dit qu'on serait donc dans le deuxième scénario, dans une inflation qui baisse, et donc du coup, on pourra pouvoir baisser un petit peu les taux d'intérêt, et ça a tendance à se résulter sur un rallye haussier, sur les risques on, donc sur la bourse, sur les crypto-monnaies, sur tout ce qui est asset à risque. On peut voir également, bon je vais essayer de zoomer un petit peu, voilà, on peut donc voir que en général lorsqu'on baisse les taux d'intérêt progressivement et que c'est assez contrôlé, hop, on a le SP500 qui a des bons retours. Une fois qu'on rentre en récession, c'est là où on a les grosses pertes. Et une fois que c'est terminé, ça repart. Là pareil, que 95, on a baissé progressivement, c'est reparti. Avant 2000 aussi. 2000, là on est monté un petit peu et tchlac, on est descendu. Pareil pour 2007-2008, on est monté un petit peu, puis bam, grosse récession. Pareil pour 2020, on avait baissé graduellement en septembre avant de rentrer en récession à cause du Covid. Et là, le marché avait également pris quelques pourcents à la hausse. Donc, il ne faut pas exclure que après cette baisse des taux, il y aura potentiellement une récession. Mais il faut aussi prendre conscience qu'on pourrait avoir un dernier rallye haussier. Et dans ce cas-là, il faudra être assez prudent et prendre des liquidités, prendre des profits lorsqu'il se sera possible et ne pas être trop greedy quand on arrive vraiment sur des niveaux assez proche d'une récession malgré tout. Et on peut le voir ici parce que le secteur privé est en train de perdre en croissance sur du coup les jobs qu'ils ont, et en général quand on tombe en dessous des 40%, on peut voir qu'on rentre en récession. On est tombé à 38% en juillet 2024. Est-ce qu'on va rentrer en récession directement? Est-ce que ça va prendre un peu de temps? Je n'en sais rien, mais historiquement ça a toujours eu un petit effet. Maintenant, il faudra faire attention à ce qui se passe lors des prochaines semaines. Et donc du coup, on a aussi quelques signes de récession. Il faut aussi essayer de voir un petit peu tous les signes. Est-ce que on n'a que des signes négatifs? Est-ce qu'on a aussi des signes positifs? Le but, c'est de ne pas se faire biaiser par des signes négatifs tout le temps ou par des signes positifs. Le but, c'est de trouver un petit peu les signes différents
Et là, de se faire un avis concret. Parce que pour moi, je considère qu'il y a trop de risques, donc du coup, je veux sortir du marché actuellement, mais je risque de rater une hausse. Mais par contre, si le marché se casse la gueule, je serai content. Et ainsi de suite. Il faut mettre en place un profil qui est adéquat par rapport aux risques que nous avons sur le marché. Également, on a TXMC qui nous montre qu'il y a vraiment beaucoup de gros problèmes et que normalement on aurait dû avoir une récession bien avant. Maintenant, je ne vais pas tous vous les citer, je vais vous mettre cet article directement en description. Je vous permettrai de pouvoir vraiment en prendre conscience et d'avoir un avis précis. Quoi qu'il en soit, il dit qu'on est vraiment sur un niveau qui n'a jamais été vu dans l'histoire actuelle. C'est beaucoup plus gros que 2008, c'est beaucoup plus gros que 1929. Et le jour où ça va exploser, ça sera très très fort. Donc il faut réussir aussi à se protéger d'une potentielle récession. Allez, au niveau des graphiques, on a BTC qui a suivi parfaitement le début de notre prédiction, mais qui là n'a pas eu envie de remonter, mais plutôt qui repart à la baisse. Et donc cette prédiction est donc du coup erronée et on va essayer de faire une nouvelle prédiction. Donc si on regarde BTC, là on est en daily et on peut voir qu'on est toujours dans ce drapeau baissier, ce canal baissier, vous l'appelez comme vous voulez, mais on est toujours dans ce range où on vient chercher le haut de cette trendline, on va chercher le bas, le haut, le bas, le haut, le bas, le haut. Et là, on a un petit peu du mal à venir chercher le haut, comme je vous disais. Ce qu'on veut voir, c'est des plus hauts de plus en plus haut, sauf que là, on voit toujours des plus hauts de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, ainsi de suite. Et c'est pareil pour les plus bas qui sont des plus bas de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Pour l'instant, on est sur un plus bas de plus en plus haut, mais la bougie n'est pas clôturée et on pourrait voir jusqu'à où ça va descendre. Est-ce qu'on va rentrer dans une configuration dans laquelle on pourrait revenir chercher ici, voire chercher un petit peu dessous, tout en conservant du coup ce plus bas qui est ici? Ce serait un scénario idéal. Par exemple, on va venir chercher ici et ensuite on va venir rechercher ici. Donc là, du coup, on a un support. On va essayer de venir le casser, mais en général, on ne le cassera pas d'une première fois, sauf ici, on a réussi à le casser d'une première fois. Admettons qu'on ne le casse pas une première fois, on reviendra rebondir ici, continuer à faire des plus bas de plus en plus haut, ça serait l'idéal, avant de venir casser, de s'appuyer dessus et là de chercher à faire un plus haut que celui-ci. On peut rater au début et de progresser progressivement par rapport à ça. Donc là du coup, ça serait vraiment le scénario idéal dans lequel on repartirait assez rapidement et donc du coup octobre deviendrait quelque chose de bullish. Et pareil pour septembre. Maintenant, moi, je ne pense pas qu'on pourrait aller beaucoup plus bas. Alors peut-être que j'ai des biais haussiers qui me font dire ça, mais pour l'instant, on a conservé le 0,38 ici. Et en général, lorsqu'on le conserve, qu'on va le toucher, qu'on le conserve, on a tendance à venir faire des nouveaux plus hauts. Maintenant, tant qu'on viendra le conserver ici, tant qu'on n'arrivera pas à casser cette zone qui est ici, eh bien, j'ai envie de te dire qu'on est toujours haussier sur BTC, qu'il n'y a rien à signaler. Le jour où on vient casser, clôturer en dessous, là peut-être il faudra se poser des questions. Mais actuellement, je trouve que BTC est toujours aussi solide, mais qui pourrait potentiellement venir revisiter un petit peu plus bas, revisiter ce plus bas. Est-ce qu'on viendrait casser plus bas? Quoi qu'il en soit, si cela arrive, il faudra que ça se fasse d'une mèche rapide, hop, comme ça, et on remonte. Sinon, ça sera vraiment tendu pour le marché par la suite. Donc, pour l'instant, pour BTC, je ne suis pas hyper bullish sur le court, vraiment très court terme. Mais après, sur le moyen terme, sur le long terme, je suis toujours assez bullish. Je ne pense pas qu'on rentrera en récession directement. Tout dépendra comment la baisse des taux se procédera le 18 septembre. Quels seront les résultats du chômage aujourd'hui? Ça, on en parlera la semaine prochaine. Mais dans ce cas-là, on avisera la semaine prochaine, on essaiera de revoir le scénario la semaine prochaine. Au niveau d'Ethereum, par contre, Ethereum, moi je trouve qu'il est vraiment pas très beau. On est venu casser ici, on a fait un M-top, on est venu clôturer en dessous, on est revenu retester et là on est revenu beaucoup plus bas. Donc là on se retrouve à 2349. On pourrait très bien revenir chercher cette trendline ici et ça correspondrait parfaitement à la Golden Pocket. Comme vous voyez ici, on a cassé aussi les 0,38 du Fibonacci. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est venu chercher plus bas. Donc moi ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un Ethereum qui vienne osciller entre 2100 et 1800 $. Aller plus bas peut-être sur une mèche, surtout s'il y a beaucoup plus de panique sur le marché. Maintenant voilà, par rapport à Ethereum, on est toujours sur des niveaux intéressants, peut-être pour DCA également. Tant que BTC tient ses 0,38, j'ai toujours envie de rester bullish. Le jour où BTC les perd, c'est là où il faudra peut-être se poser des questions. Au niveau du ratio entre Ethereum et BTC, on peut voir que là on est sur un niveau assez fort. Je vais essayer de dézoomer et mettre ça en weekly. Ça sera peut-être un petit peu mieux. Voilà, on est sur un canal baissier qui date vraiment depuis 2022. Donc ça fait un moment
qui se travaille ou un drapeau descendant, vous le voyez comme vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, on est rentré dans la Golden Pocket du retracement de cette grosse hausse qui date de 2019 jusqu'à 2021, donc du dernier bull run. Donc on est toujours dans ce scénario-là. Et en plus de ça, on est aussi sur un support assez intéressant qui se retrouve plutôt par ici. Voilà, on s'en rapproche. Donc on a un niveau qui est assez historique. On est venu toucher ici. On a essayé de le casser, mais on a rebondi directement lors du bull run de 2017-2018. On est venu le casser une première fois. Hop, on a oscillé dessous. On a rejeté encore. On est resté dessous. On a rejeté encore une fois. Hop, puis là on a cassé, on s'est appuyé, mais finalement on a rejeté, puis là on a cassé, et depuis on n'est pas revenu le visiter. Donc c'est un support qui pourrait être assez fort, et c'est là où déjà on a eu une relance ici, et donc du coup potentiellement on pourrait très bien avoir quelque chose comme ça, avant de casser et de repartir peut-être plus haut. Bon, j'exagère avec mes traits, mais c'est un petit peu le scénario qu'on aimerait voir sur ETH face à BTC. Si on veut un Ethereum qui surperforme BTC, notamment un Ethereum qui voit des infos dans son ETF, sachant que depuis sa sortie fin juillet, il n'a eu vraiment très peu d'inflows, voire pratiquement pas beaucoup d'outflows, donc de capitaux qui sortent de cet ETF, mais avec une relance du marché qui est plutôt positive, ça serait intéressant de voir Ethereum surperformer Bitcoin, surtout que de moins en moins de personnes croient en Ethereum. Tout le monde pense que Ethereum est mort. Moi, je vous le dis clairement, je ne crois pas une seule seconde qu'Ethereum est mort. Donc voilà, on a terminé pour les graphiques. C'est terminé également pour cette revue de presse. J'espère qu'elle vous aura plu. Normalement, elle a été un peu plus rapide que les dernières. On va essayer de reprendre un rythme assez soutenu. 1 à 2 vidéos par semaine minimum, avec toujours une revue de presse et une deuxième vidéo assez intéressante plutôt pour vous éduquer sur des projets, sur plusieurs projets. Dites-moi en commentaire s'il y a des projets que vous voulez voir lors de prochaines vidéos. Je regarderai tout ça et ce sera avec plaisir que je prendrai tout ça en compte. Abonne-toi, laisse un like, mets un commentaire, ça aide beaucoup au référencement, ça aide beaucoup au développement de la chaîne. T'en serai énormément reconnaissant. C'était Zeris Kaneki. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.